Dernièrement, j'ai publié une vidéo sur la chaîne YouTube pour t'aider à construire un portefeuille d'ETF en partant de zéro. Parce que une fois qu'on a compris comment fonctionnaient les ETF, le plus compliqué, c'est d'arriver à faire une sélection, on va dire, des meilleurs ETF, ou en tout cas ceux qui vont le mieux répondre à nos exigences en termes de performance, mais aussi que ça corresponde à nos critères en termes de risque, en termes de volatilité, etc. etc. Donc si tu n'as pas vu cette précédente vidéo, je t'invite vraiment à aller la voir. Tu la retrouveras dans la description de la vidéo et tu la retrouveras aussi dans la playlist bourse. D'ailleurs, en passant, je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur la playlist bourse parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur l'investissement spécifiquement dans les ETF. Donc là, tu retrouveras vraiment beaucoup d'informations à ce sujet-là si c'est quelque chose qui t'intéresse. Toutefois, j'aimerais quand même dans cette vidéo compléter la première vidéo qui traitait de la construction d'un portefeuille d'ETF avec celle-ci dans laquelle je vais rentrer en détail sur les principales erreurs à éviter pour construire un portefeuille d'ETF qui va correspondre à tes exigences en termes de rendement, de risque, etc. etc. Tu le sais, mais la construction d'un portefeuille d'ETF, c'est pas quelque chose de simple. C'est un point qui est quand même crucial parce que l'objectif des ETF, c'est d'investir sur le long terme pour mettre en place les rendements composés et surtout le plus important, c'est d'avoir une gestion qui soit la plus passive possible. Donc en effet, si déjà dès le départ, on n'a pas fait la bonne sélection des ETF ou du moins qu'on n'a pas suivi les bonnes directives et qu'on fait des erreurs dès le début, ça peut sur le long terme nous coûter quand même relativement cher. Donc d'où l'intérêt de cette vidéo. La première erreur que font l'écrasante majorité des débutants qui se créent un portefeuille ou du moins qui essaient de se créer un portefeuille d'ETF, c'est de faire des duplicata. Tu le sais, mais l'objectif quand même des ETF, c'est d'avoir aussi une certaine diversification dans son portefeuille. Et par exemple, quand on décide d'investir sur un ETF qui est très connu, qui s'appelle le MSCI World, qui permet d'investir, si tu veux, dans la croissance et le développement de l'économie mondiale de manière générale. On va investir en moyenne entre 1500 et 1600 entreprises. On va être surtout investi sur le marché US parce qu'on est à 69-70% sur le marché US. Donc si tu investis sur un ETF type MSCI World, tu vas avoir une prédominance de certaines grosses entreprises américaines, comme par exemple Apple, Microsoft, Tesla, etc. etc. Et j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises qu'il y a certains débutants qui, par exemple, vont investir sur un ETF qui va répliquer les performances du S&P 500. Et encore une fois, ça va dépendre de ton profil de risque, mais vu que tu as déjà investi sur un ETF qui est déjà prédominant, si tu veux, sur le marché US et sur lequel tu as déjà une part importante d'entreprises comme Microsoft, Apple, etc., investir sur un ETF qui va répliquer les performances du S&P 500 qui représente en fait les 500 plus grandes entreprises américaines, tu vas faire un doublon avec ton premier investissement et donc tu risques d'avoir un secteur qui va être plus représenté que d'autres, donc peut-être un profil de risque qui ne te correspondrait pas par rapport à ton profil d'investisseur et peut-être par rapport à tes objectifs personnels. Donc vraiment faire très attention aux duplicata et à chaque fois que tu vas investir par exemple dans un ETF, faire attention qu'il n'y ait pas des doublons, que ce soit en termes de secteur, que ce soit en termes de secteur d'activité, mais également aussi en termes de secteur géographique. Tu peux aussi investir dans différentes classes d'actifs, on en parlera un petit peu plus tard, mais tu vois là, par exemple pour le MSCI World et puis sur le S&P 500, on parle plutôt du marché action. Sache que tu peux investir sur des ETF sur tout un tas de classes d'actifs différentes. Ça peut être donc les actions, ça peut être les obligations qui sont le marché de la dette, ça peut être et puis même dans les obligations, tu as des obligations court terme, moyen terme, long terme. Tu peux investir aussi sur des obligations d'État, des obligations d'entreprise. Donc tu vois, même au sein d'une seule et même classe d'actifs, tu as des sous-catégories. Tu peux investir dans des ETF, par exemple dans le secteur de l'immobilier, dans les matières premières comme les métaux précieux, tu vois, ça peut être l'or, ça peut être l'argent, ça peut être sur certains secteurs un peu plus risqué, mais un peu plus en vogue en ce moment, comme le secteur des technologiques, ou même aussi certains secteurs, comme par exemple celui des crypto-monnaies ou celui de l'eau. J'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps sur la chaîne YouTube. Donc tu vois, derrière, l'idée, c'est d'arriver à couvrir un maximum de possibilités, à la fois en termes de secteur géographique, mais également aussi en termes de secteur d'activité, et puis aussi de classes d'actifs différentes. Ça va dépendre après de l'enveloppe fiscale que tu vas utiliser, on en parlera un petit peu plus tard. Si tu utilises par exemple le PEA, le plan d'épargne en action, tu vas avoir la possibilité d'avoir des réductions d'impôts à partir de 5 ans de détention de tes titres.
À partir de là, tu ne devras plus payer les impôts sur le revenu, mais uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Mais par contre, voilà, il faut quand même détenir tes fonds pour plus de 5 ans. Et là, l'obligation, c'est d'investir dans des entreprises françaises et ou européennes. Donc tu vois, tu es quand même un petit peu plus limité. L'avantage d'un compte titre, c'est que c'est quand même beaucoup plus large et tu as beaucoup plus de possibilités. Mais la première erreur, c'est vraiment faire très attention, pas de duplicata et éviter d'avoir une surexposition sur un secteur spécifique ou un secteur, si tu veux, géographique particulier. La deuxième erreur la plus connue, c'est d'essayer de faire quelque chose de trop compliqué, de trop complexe. C'est vrai que l'être humain, il est comme ça, mais on a l'impression que plus on va faire quelque chose de difficile et de complexe, meilleurs seront nos résultats et meilleures tout simplement seront nos performances. Et c'est pas forcément vrai. Il y a plein d'études qui montrent que plus on fait quelque chose de compliqué, plus ça sera difficile de tenir notre stratégie sur le long terme, et que souvent les stratégies les plus simples, c'est les stratégies qui fonctionnent le mieux. D'où justement l'essor en ce moment, et puis même depuis quelques années, de l'utilisation des ETF. L'objectif des ETF ne sera pas de surperformer le marché, mais plutôt d'avoir une réplication d'un indice, et donc en fait de suivre tout simplement le marché. Il y a plein d'études qui montrent que l'écrasante majorité des gestionnaires de fonds qui font de la gestion active, et vraiment des professionnels, n'arrivent pas à battre le marché sur le long terme. Donc il y en a qui peuvent arriver à le faire sur quelques années, mais au-delà de 20 ans, c'est plus de 90-95% des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de fonds qui ne sont pas capables de faire mieux que le marché. Donc tu vois, d'où l'intérêt d'investir de manière passive sur les ETF, mais attention, des fois, tu vois, avoir un portefeuille qui soit très simple à suivre et à pouvoir rééquilibrer quelquefois ton portefeuille sur plusieurs mois, voire plusieurs années, si c'est ça qu'il faut que tu fasses pour pouvoir le tenir à jour, ça sera très bien. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent très bien se dire, moi, j'ai pas envie de gérer correctement, enfin, j'ai pas envie de gérer mon portefeuille de manière trop complexe, et donc je vais investir uniquement sur un indice type MSCI World, et c'est très bien. Mais tu vois, il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que le MSCI World, l'avantage, c'est que tu vas toucher tout un tas de pays, tout un tas de régions différentes, tu vas être relativement bien diversifié. Par contre, par exemple, l'inconvénient, c'est que tu vas pas toucher les pays émergents. Donc souvent, c'est pas mal d'avoir aussi une part d'ETF sur les pays émergents. Mais après, tu vois, il y a des personnes qui veulent vraiment avoir quelque chose d'extrêmement simple, et ça se comprend. Mais fais attention, rechercher absolument quelque chose d'ultra complexe avec 50 ETF différents, et puis tu vois, avoir 50 portefeuilles à gérer, etc. Ça peut être quelque chose de difficile sur le long terme à véritablement suivre, et l'intérêt général qui se cache derrière les ETF, ça reste quand même de la gestion passive, donc fais vraiment attention à ça. Troisième erreur que j'ai déjà évoquée en partie avec toi un petit peu plus tôt dans cette vidéo, c'est d'investir sur différentes classes d'actifs. Donc ça va dépendre de ton support ou de ton enveloppe fiscale. Par exemple, sur le PEA, c'est un plan d'épargne en actions. Il va falloir que tu investisses sur des actions françaises et ou européennes. Il y a un moyen aussi de pouvoir investir sur des entreprises américaines type S&P 500, même au sein d'un PEA, mais ça va être plutôt avec l'utilisation d'ETF type synthétique, donc on va pas être sur des ETF à réplication physique, on va être sur des ETF synthétiques. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne que tu pourras retrouver dans la playlist bourse, si jamais ce sujet-là ça t'intéresse, mais en tout cas voilà, sache que c'est possible. Mais en tout cas, tu seras quand même assez limité, mais si jamais tu veux avoir un portefeuille un peu plus équilibré, par exemple avec des actions, avec des obligations, avec des métaux précieux, je sais pas, une partie de cash par exemple, etc. Là, tu vois, ça sera plus ouvert avec l'utilisation d'un compte titre ordinaire. Tu auras plus de possibilités. Par contre, l'inconvénient, c'est que là, la fiscalité ne sera pas aussi avantageuse qu'au sein d'une assurance vie ou au sein d'un PEA. Mais par contre, bien comprendre que derrière un portefeuille équilibré, c'est pas que avoir une diversification géographique ou sectorielle, mais c'est aussi une diversification intra-actif, tu vois. Et puis comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, même au sein d'une seule classe d'actifs, comme par exemple celui des obligations, tu vois, tu as des obligations court terme, moyen terme, long terme, des obligations d'État, des obligations d'entreprise, donc tu vois, tu as vraiment la diversification interactif et à la diversification intra-actif. Au sein d'une même classe d'actifs, tu vas pouvoir sous-diversifier. Et au sein d'une grosse classe d'actifs, tu vas pouvoir aussi te diversifier. Tu peux très bien te dire, voilà, je peux faire un peu d'immobilier, je peux faire un peu de bourse, je peux faire de la crypto-monnaie, etc. etc. Bon, là, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je pense que tu as compris un petit peu comment ça fonctionnait. Donc ça, c'est la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est de ne pas faire attention, en tout cas de ne pas avoir un œil vigilant sur tout ce qui est lié au tracking error et à la tracking différence, parce que tu le sais, mais l'objectif
des ETF, c'est de répliquer les performances de certains indices. Je t'en ai évoqué un petit peu plus tôt, celui du S&P 500, qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Si tu investis sur un ETF qui est censé suivre son benchmark, qui est en fait le S&P 500, bah, il faut vraiment que les performances de ton ETF soient la plus proche possible, si tu veux, de ton indice de référence. Si derrière, quand le S&P 500 fait 20% sur une année, et que toi, ton ETF, il en fait 10, bon, bah, clairement, ça vaut pas le coup, tu vois. C'était pas en tout cas l'objectif que tu t'es fixé à la base. Donc, ton objectif, c'est de faire attention à ce que l'ETF en question dans lequel tu vas décider d'investir suive le mieux possible, ou en tout cas que ses performances soient les plus proches de son indice de référence. Et ça, du coup, il y a plusieurs métriques que tu peux être capable de retrouver sur certaines fact sheets, notamment. Les fact sheets, c'est un document qui va représenter l'intégralité des informations les plus pertinentes et les plus intéressantes pour un investisseur. Et il arrive quelquefois que sur ces fact sheets, tu retrouves des notions comme par exemple le tracking erreur ou le tracking différence. En réalité, l'objectif, c'est d'avoir ce tracking error et cette tracking différence qui soit la plus faible possible pour avoir justement un ETF qui colle le plus possible et de la meilleure manière possible à son indice de référence. Une autre erreur qui est faite aussi par pas mal de débutants, c'est de choisir uniquement un ETF par rapport à ses frais et également aussi par rapport à ses performances. La plupart des débutants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder quelques ETF, ils vont regarder ceux qui ont les frais les plus faibles et les performances les plus élevées. Mais encore une fois, tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps, choisir un ETF, ça ne se résume pas uniquement à regarder les frais et la performance. Oui, c'est des éléments qui sont importants, mais pas que. Si tu regardes que ça, tu vas faire de nombreuses erreurs. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette chaîne où je te présentais les différents critères à analyser. Mais parmi ceux que je t'ai déjà présentés, tu vas avoir la valeur liquidative, tu vas avoir bien évidemment les frais, tu vas avoir le fait si l'ETF il va être diversifié ou pas, donc en termes d'actifs et puis en termes de secteur d'activité et puis également aussi de secteur géographique. Ça peut être est-ce que il y a une forte tracking error et puis une forte tracking différence comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Si c'est un ETF qui va être assez liquide, la quantité d'actifs sous gestion, l'historique de l'ETF, tu vas pouvoir retrouver aussi bien évidemment les performances de l'ETF, mais aussi le risque de contrepartie, quel est l'émetteur aujourd'hui qui permet de mettre en circulation tout simplement cet ETF. Si c'est un ETF qui est issu d'une grosse structure comme par exemple BlackRock, tu sais, sa sous-filiale qui permet d'émettre des ETF, c'est notamment iShares. Donc bon, en effet, BlackRock, c'est le plus gros fonds du monde, donc il y a quand même de très faibles possibilités à ce que cette structure fasse faillite comme ça du jour au lendemain, même si ça reste possible. Mais si jamais ça arrive, on aura d'autres problèmes si tu veux que notre argent. Si par contre tu investis dans un ETF avec une plus petite structure, avec un encours sous gestion beaucoup plus faible et un historique qui est beaucoup plus faible aussi, les risques que tu prends en investissant sur cet ETF seront aussi beaucoup plus élevés. Donc tu vois, il y a tous ces critères-là à analyser et choisir un ETF, voilà, ça se fait pas au pifomètre, ça se fait pas juste en regardant un seul critère, parce que là malheureusement tu fonces droit dans le mur. Une autre erreur aussi qui est faite par pas mal de débutants, c'est lorsqu'ils décident d'investir sur des ETF, c'est d'investir sur un temps qui est relativement court. Ça peut être de quelques mois jusqu'à peut-être 1 an ou 2 ans, mais si tu investis justement et si tu veux utiliser l'investissement via les ETF, il va falloir que tu apprennes à investir sur le long terme, donc là sur plusieurs années bien évidemment, pour mettre vraiment en place les intérêts composés. D'ailleurs pour ça que moi je préfère plutôt les ETF capitalisants en passant que les ETF distribuants, parce que historiquement parlant, il y a quelques exceptions, mais historiquement parlant, les ETF capitalisants sont quand même nettement plus performants que les ETF distribuants, parce qu'on va vraiment pouvoir, avec ces ETF capitalisants, réinvestir les intérêts qui sont générés par notre capital de manière automatique pour mettre en place les intérêts composés, et puis on n'aura pas la même friction fiscale qu'on pourrait avoir en utilisant des ETF distribuants, par exemple, sur un compte titre. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette chaîne que tu retrouveras dans la playlist bourse, où je te donne des éléments concrets avec des chiffres, etc., pour t'expliquer justement ce qui se passe derrière avec vraiment des données chiffrées. Mais voilà, il faut vraiment que tu comprennes que si demain tu veux te constituer un portefeuille d'ETF, c'est pas pour récupérer ton argent dans 1 an ou dans 2 ans. Parce que là, pour vraiment mettre en place un portefeuille qui va te permettre de mettre en place, si tu veux, les intérêts composés et d'obtenir des résultats intéressants sur le long terme, justement, il faut que tu arrives à investir sur plusieurs années et il ne faut pas que tu aies besoin de ton argent tout de suite. Donc d'où l'intérêt aussi de faire attention à ses finances personnelles, à son allocation d'actifs, etc., etc.
etc. Parce que si tu investis dans les ETF, c'est pas de l'argent que tu vas pouvoir récupérer comme ça 6 mois après. Ou alors, si tu fais ça, il y a une possibilité à ce que tu retires ton argent au mauvais moment, que tu déclenches une imposition, et voilà, en gros, ça va vraiment venir éroder très fortement, si tu veux, ta rentabilité sur le long terme. Dernière erreur que j'ai évoquée déjà un petit peu plus tôt avec toi sur les différents critères pour sélectionner un ETF, c'est de ne pas faire attention à l'encours sous gestion de l'ETF, parce que des fois, il peut arriver que si tu utilises certains ETF assez exotiques ou pas forcément très connus, tu peux te retrouver avec un encours sous gestion qui peut être, tu vois, de 1, 2, 3, 10 millions d'euros, et c'est relativement faible. Souvent, ça pose tout un tas de problèmes aussi en termes de liquidité par rapport à cet ETF, aussi par rapport aussi à l'émetteur de l'ETF. Souvent, ça peut être des ETF avec des émetteurs qui sont peu connus, donc il peut y avoir un risque de contrepartie plus élevé. Donc moi, en général, je fais attention d'investir sur des ETF qui n'ont pas un encours sous gestion qui va être inférieur à 50 millions d'euros. Déjà, 50 millions d'euros, c'est quand même relativement faible, mais voilà, je descends pas en dessous. Après, il faut savoir que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il y a quand même des risques supplémentaires à prendre en compte. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, vu la taille de mon portefeuille, je suis pas prêt à prendre des risques aussi importants que ce que je pouvais prendre il y a quelques années en arrière. Donc voilà, par rapport à mon équilibre, par rapport à mon souci entre le risque et le rendement et l'équilibre que j'ai envie d'avoir, je fais vraiment attention à, si tu veux, à l'ensemble de ces critères que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Donc fais vraiment attention et essaye d'avoir un œil vigilant sous l'encours sous gestion, parce que souvent, voilà, ça peut quand même cacher certains peut-être points noirs que tu n'aurais peut-être pas pu voir autrement. Donc pour récapituler les infos que je t'ai données dans cette vidéo, la première chose auquel il va falloir que tu fasses attention, c'est d'éviter de faire des duplicata en termes de secteur d'activité ou secteur géographique. Faire attention de ne pas choisir une stratégie qui soit trop compliquée. Souvent, les stratégies les plus simples, c'est celles qui permettent d'être tenues sur le long terme et donc, in fine, d'avoir des meilleurs résultats. Troisième erreur à éviter, c'est de ne pas investir sur différentes classes d'actifs différentes. Tu le sais, c'est intéressant d'investir dans la bourse, mais investir tout en bourse, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Tu peux très bien investir en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie, tu peux faire de l'entrepreneuriat, etc. Et puis même dans la bourse, tu vois, tu peux investir dans les actions, dans les obligations, dans les métaux précieux, dans tout un tas de choses. Donc essaye d'avoir aussi une certaine diversification intra-actif et inter-actif. Faire attention au tracking error et à la tracking différence. Souvent, c'est ça qui va te permettre de voir si l'ETF suit vraiment son indice de référence. Faire attention de ne pas sélectionner un ETF uniquement par rapport à ses performances et puis à des frais qui sont relativement faibles, parce qu'il y a tout un tas d'autres critères auxquels il va falloir faire attention, comme son encours sous gestion, comme sa valeur liquidative, comme aussi l'émetteur de l'ETF, etc., etc. Faire en sorte d'investir sur le long terme et non pas sur le court terme. Quand on investit dans le marché action et plus spécifiquement dans les ETF, il faut avoir une vision sur plusieurs années et pas avoir besoin de son argent comme ça du jour au lendemain. Et enfin, faire attention à l'encours sous gestion de l'ETF, parce que souvent ça peut cacher certains critères assez intéressants en tout cas, ou peut-être certains risques qu'on n'aurait pas pu déceler autrement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Pour t'aider à gagner un maximum de temps, tu retrouveras dans la description de la vidéo un lien qui te permettra de télécharger les meilleurs ETF que j'ai présélectionnés pour toi, notamment sur PEA et sur compte titre. Il y a même une section bonus sur tous les ETF Smart Beta. Donc voilà, si tu veux avoir aujourd'hui la liste de tous les ETF que j'ai déjà présélectionnés pour toi pour te faire gagner un maximum de temps, n'hésite pas à le télécharger, tu cliques dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.